Chers infographistes, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de Fluent 2.1 qui est sortie il y a juste 2 jours par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Et donc on va être parti pour 5 points importants à connaître sur cette nouvelle mise à jour. Et on commence maintenant avec quelque chose concernant les bevels. Alors, quand on est dans Fluent et qu'on crée un objet de base, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut ajouter bien sûr des bevels et que ces bevels peuvent être droits. Et une des spécificités dans Fluent, c'est que les bevels droits, vous voyez, présentent une edge centrale. Cette edge centrale est particulièrement utile en fait comme support d'opérations booléennes. Donc petite démonstration pour rappel, et c'est pour ça qu'historiquement cette edge a été créée, c'est que si ici vous faites un cut et que ce cut, vous allez même lui faire un array dessus, on va le répéter, comme ça, d'accord, et que vous ajoutez un bevel par là-dessus, vous pouvez voir que tout se passe bien, le résultat est propre. Pourquoi? Parce qu'on a cette edge centrale qui permet de supporter les opérations booléennes. Maintenant, il peut arriver parfois que on ne veuille pas de cette edge centrale. Ça m'est déjà arrivé, moi, à titre personnel, des fois qu'elle me gêne. Et donc, maintenant, c'est ça la nouveauté, on peut, avec un petit raccourci clavier, l'enlever. Donc si par exemple je viens ici, je reviens ici, j'appuie sur la touche B, vous pouvez voir, c'est écrit dans le texte en bas. Mais voilà, en appuyant sur la touche B, vous pouvez activer ou désactiver cette edge centrale. Donc là, par exemple, je la désactive et je quitte. Et vous pouvez voir que je n'ai plus l'edge ici. Et dans le cas que j'ai fait en termes d'exemple, on voit que j'aurais mieux fait de la garder parce qu'ici, c'est particulièrement horrible. Mais voilà, il y a certains cas dans lesquels on n'en veut pas et donc on peut l'enlever. Cette option est aussi valable dans le second bevel. Donc là, je supprime le premier, je mets le deuxième. Et vous allez voir qu'en appuyant sur la touche B, là aussi, on peut positionner ou enlever cette edge centrale. Voilà, pour le premier point, on passe au deuxième. Pour ce second point, on va parler du Circular Array qui a reçu une petite amélioration parce qu'on a noté quelques problèmes concernant la rotation autour d'un cylindre. Lorsque le cylindre a reçu une rotation de 90 degrés, on avait un résultat qui n'était pas celui qu'on aurait voulu avoir et donc ça a été amélioré. Donc c'est dans ce cas-là, imaginons que vous avez utilisé votre grille, vous avez fait une rotation de la grille à 90 degrés et vous avez fait un cylindre. Et sur ce cylindre, vous allez faire une coupe. D'accord. Et cette coupe, vous voulez la faire tourner autour du cylindre. Donc vous allez appeler le Circular Array et vous allez appuyer sur la touche B. Et maintenant, on a un résultat qui est juste plus normal que ce qu'on avait avant où ça partait dans tous les sens. Donc là, dans le cas qui m'intéresse, je vais utiliser la touche C 2 fois pour venir aligner mon objet booléen dans le bon sens et obtenir ce que je voulais. Donc là voilà, maintenant ce cas-là fonctionne. On passe au troisième point. On va maintenant parler du Normal Repair Tool qui a reçu une amélioration et pour bien comprendre ce qui se passe, je vous fais une petite scène d'exemple. Alors voilà la situation de départ. On a donc un cylindre qui a reçu des coupes de cylindres les unes sur les autres. Et la nouveauté, c'est que l'outil Normal Repair, bien qu'existant déjà depuis plusieurs versions de Fluent, avait une certaine limite. C'était le nombre d'objets sources pouvant être utilisés pour la correction. Parce que pour petit rappel rapide, l'idée de cet outil, c'est d'aller chercher des normales qui ne sont pas abîmées sur un objet pour venir les coller sur notre objet et avoir un résultat propre. Le problème, c'est que cette source des normales, l'objet source, il n'y en avait qu'un jusque-là. Et maintenant, la limite a été levée et on peut utiliser un nombre illimité de sources pour corriger notre objet. Et donc, on peut corriger ce genre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, petite démo, quand ça se passe, le point de départ est toujours le même. Je vais commencer par fusionner. Donc ça, c'est la première étape. Fusionner les vertices les plus proches qui pourraient poser problème plutôt au niveau des bevels et donc faire de l'overlapping. Donc je vais faire quelque chose comme ça me paraît bien. Donc je clique pour valider cette étape. Et la seconde étape, c'est de sélectionner l'objet source. Donc là, vu que je veux commencer par ce trou-là et les artefacts ici, ma source, c'est le cylindre. Je clique dessus. Maintenant, je précise quelles sont les faces que je souhaite corriger. Donc je souhaite corriger ces faces-là.
et j'appuie sur Entrée. Et en quittant avec le clic droit, le clic droit, on voit qu'effectivement ici, j'ai plus de problème de shading. Je vais venir corriger autour du trou ici. Donc je rappelle l'outil normal là. Il me demande à nouveau est-ce que je veux fusionner des vertices. Dans ce cas-là, non, je l'ai déjà fait. Donc je vais mettre la souris complètement à gauche et cliquer. Et il me demande eh bien, quelle est la nouvelle source des normales. Et donc dans ce cas-là, c'est l'objet booléen qui est ici. Donc là, il faut bien réussir à cliquer dessus. Donc là, je me zoome un petit peu, simplement pour être sûr de bien cliquer dessus. Donc j'ai sélectionné mon objet booléen qui lui contient les normales qui sont bonnes. Et donc je sélectionne pour l'étape suivante, je sélectionne toutes mes faces que je souhaite corriger et je fais Entrer. Une nouvelle fois, je quitte avec le clic gauche et vous pouvez voir que bah voilà, effectivement, on est bien, il n'y a plus d'artefact. Et vous pouvez continuer comme ça à l'infini, donc je peux corriger cette partie-là. Je rappelle l'outil, complètement à gauche pour la première étape parce que je n'ai pas besoin de fusion. Ensuite, je viens chercher mon outil, hop là, mon objet booléen qui est la source de mes normales. Je sélectionne, je fais Entrer et je quitte. Et ben voilà, et ben, comment est-ce qu'on a un objet complètement corrigé, bien que ce soit un cas particulièrement problématique, parce que voilà, c'est des coupes arrondies sur des coupes arrondies. On sait à quel point c'est un cauchemar. Et bien là, dans ce cas-là, eh bien, on n'a plus de limite. On peut corriger autant comme autant ce genre de problème. Bien, et ben, on passe maintenant au point suivant. On attaque un autre point important qui, là aussi, va nous permettre de faire des choses jusque-là impossibles et vraiment une belle avancée, cette fois-ci créative. Il s'agit de quelque chose concernant les panneaux de tissu et qui va nous permettre de passer de choses comme ça, que vous connaissez, si vous connaissez l'outil, à ces deux choses-là que vous ne pouvez pas faire avant. D'ailleurs, je en profite pour passer un petit merci à l'utilisateur qui m'a soumis l'idée et qui est venu en discuter avec moi. C'était directement sur le Discord. Il m'a dit voilà, Rudy, je connais. Est-ce qu'on pourrait pas faire tel et tel process, est-ce qu'on pourrait pas l'automatiser, etc. Du coup, je me suis penché sur la question et bah, j'ai pondu l'option et c'était vraiment une super idée, donc merci à lui. Et si vous aussi vous avez des bonnes idées, d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord, c'est le meilleur moyen de faire évoluer l'outil. Donc, comment ça marche? Eh bien, ça marche comme ça. Petit tour du côté des options du cloth panel. Donc par défaut, vous avez quelque chose comme ça normalement avec un cloth shrink négatif. Et donc maintenant, vous allez trouver une option gathering. Donc juste pour petit rappel et se remettre dans le contexte, je ne vais pas l'utiliser. Hop, hop. Ah oui, j'en profite aussi pour vous donner une petite info. J'ai changé la résolution, elle n'est plus en faces par mètre carré, mais elle est directement en nombre de faces. Voilà. Donc c'est plus 4000 faces par mètre carré, c'est directement 4000 faces. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est le résultat qu'on a de manière classique avec l'option Cloth Shrink négatif et sans le Gathering. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Gathering? Je vais l'activer et vous allez voir ce qui va changer. Non, je vais passer même à 6000 ici, soyons fous. Donc j'ai activé le Gathering et je vais mettre un Cloth Shrink à 0. Ça donne de bien meilleurs résultats dans ce cas-là. En fait, c'est ou le Cloth Shrink négatif et pas de Gathering, ou le Gathering mais avec un Cloth Shrink à 0. Donc ici, je sélectionne ma face, tout commence comme d'habitude, sauf que là, vous voyez que la simulation ne se lance pas directement. Il y a une petite étape intermédiaire où là, la donne est en stand-by. Et qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, elle attend que l'on déplace, la partie sélectionnée. Et vous voyez que cette partie sélectionnée là, elle est reliée au support. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement jouer sur le scale ici. Je vais par exemple mettre 1.2. Et donc j'ai une surface qui est plus grande que la surface cible. Ce qui fait quoi? Que quand je fais Entrer, eh bien voilà, je me retrouve avec ce genre de résultat. Alors vous allez me dire, ok, on dit, bah, c'est bien mignon, mais c'est la même chose que ce qu'on avait juste avant. Oui, oui. Mais là où ça devient intéressant, c'est si on est un petit peu créatif. Je vais rappeler l'outil et regardez ce qui se passe. Si cette fois-ci, je ne vais pas faire un scale uniforme sur les deux axes. Je vais faire un scale plus d'un côté que de l'autre. Donc par exemple, sur l'axe Y, là, dans ce sens-là, je vais faire un tout petit scale. Je vais mettre 1.03, donc 3% de plus. Par contre, dans ce sens-là, je vais mettre un truc du genre 1.3. Ok, donc 30% de plus. Et je valide. Entrée. Et voilà le résultat. On se retrouve avec quelque chose qui est très orienté. Vous voyez, on passe de quelque chose d'uniforme où là finalement j'avais autant de plis sur chaque côté
de mon de mon panneau de tissu à quelque chose où j'ai bien plus ici de plis ici que ici. Ok. Et donc ça c'est un motif que l'on peut faire parce que je n'ai pas étiré avec les mêmes valeurs dans les deux axes. Alors maintenant, petite cerise sur le gâteau, c'est comment faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, un motif qui suit la diagonale du carré. Et bien pour ça, je vais appeler donc mon outil, je fais entrer, hop, je relève un peu ici. Et l'astuce, c'est de se mettre au-dessus en vue orthographique. Puis j'utilise le bouton 6 du pavé numérique pour tourner ma vue comme ça et me retrouver dans cette orientation-là. Et l'astuce, ça va être d'utiliser les axes de la vue pour étirer notre objet. Donc dans un sens, je vais par exemple le monter à 1.3 par exemple, ok. Et dans l'autre sens, je vais le mettre à 1.1, ok. Et je fais entrer. Padam. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc vous avez des résultats complètement différents que vous allez pouvoir obtenir en jouant comme ça sur l'orientation de l'échelle que vous allez tirer plus ou moins dans tel sens et dans tel sens. Donc voilà, ça c'est donc l'option Gathering que vous avez ici. D'accord. Et donc encore une fois, le conseil c'est si vous l'utilisez, vous mettez ce paramètre à 0. Et si vous ne l'utilisez pas et que vous voulez des plis, vous désactivez ça, mais ici vous remettez une valeur négative. Donc voilà, et on passe maintenant au dernier point. On arrive maintenant au cœur et au point principal de cette nouvelle mise à jour, c'est l'introduction d'un nouvel outil. Cet outil va nous permettre de rajouter des têtes de vis sur nos modèles, disposées de manière automatique et de pouvoir aussi utiliser ça comme rivet ou même de pouvoir mettre, comme vous pouvez le voir ici, des opérations booléennes qui va pouvoir faire rentrer comme ça la tête de vis dans le modèle. Donc je vous montre comment ça marche et on va commencer avec un cas très simple. J'ai un cas où j'ai simplement un carré comme ça et je veux disposer des têtes de vis dessus. Eh bien, je sélectionne mon objet, j'appuie sur F et je clique sur ce petit icône. La première étape est de sélectionner les faces sur lesquelles je veux ajouter des têtes de vis. Puis je fais entrer pour valider. Et maintenant, je vais aller choisir en allant hop là sur ce petit icône ici, je vais pouvoir aller choisir ma tête de vis. Alors je vous rappelle, sur les menus circulaires, c'est écrit ici, mais vous pouvez rester appuyé sur la touche Shift pour bloquer la navigation automatique. Donc je viens ici, hop, donc là Shift je le lâche. Je viens choisir ensuite le type d'outil. Donc là j'ai du cruciforme, du plat, etc. Donc ce qui va vous plaire, on va partir simple, on va faire cruciforme. Et ça va automatiquement naviguer vers le menu suivant qui nous demande le type de tête. Est-ce qu'on veut une tête ronde, une tête cylindrique, enfin voilà. Faisons classique une fois de plus. Et vous pouvez voir que, paf, j'ai mes têtes de vis qui apparaissent. Et maintenant, on va pouvoir jouer sur quelques ajustements. Donc vous allez pouvoir modifier bien sûr la taille de vos têtes de vis, pouvoir modifier leur position. Donc leur position, voilà, c'est de savoir si elles rentrent plus ou moins à l'intérieur de votre objet, ici, comme ça. OK. Vous allez avoir l'option loop par exemple. Donc l'option loop c'est plutôt pour faire des rivets. Ok. Et vous avez dans ce cas là le bouton gap qui va vous intéresser puisque le bouton gap va permettre de jouer sur la distance entre les têtes de vis. D'accord. Si vous revenez sur loop, vous allez basculer en fait à chaque fois d'un mode à l'autre. Et là où je suis particulièrement content, je dois le dire, c'est ce petit bouton IO qui va nous permettre en un clic de rentrer à l'intérieur de l'objet. Et tout ça est dynamique, ça veut dire que si vous décidez de bouger la position, ça suit. Si vous décidez de modifier la taille, ça suit. C'est vraiment super agréable à l'utilisation. D'accord? Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment l'utilisation la plus simple et on va voir à travers d'autres cas comment est-ce qu'on se dépatouille de cas un petit peu plus compliqués. Ok, alors ça c'est le deuxième cas et cette fois-ci je n'ai plus juste une surface avec des angles bien droits mais j'ai utilisé des bevels. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Observons, je prends ma face, je fais entrer, je vais aller sélectionner ma tête de vis, ok, et j'ai ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien pour ça il faut bien comprendre ce que fait l'outil pour comprendre son résultat.
Et pour ça, j'ai introduit un petit bouton bien pratique que vous utiliserez probablement assez souvent, c'est l'outil Debug View. Et quand on va dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que ce que fait l'outil, c'est qu'il va faire un inset des faces sélectionnées et venir disposer une tête de vis sur chacun des sommets de cet inset. D'accord? Vous voyez que pour chacun des vertex ici, j'ai une tête de vis. Donc là, ce que l'on va utiliser maintenant, c'est un autre bouton, Merge Distance. Ce bouton va permettre de fusionner les vertex proches pour passer d'un résultat comme ça à un résultat comme ça. Et maintenant que j'ai ça, vous allez voir qu'en revenant sur mes têtes de vis, j'en ai à nouveau 4, comme ce que je voulais avoir au départ. D'accord? Et donc tout fonctionne comme à l'habitude, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, hein, mais vous pouvez changer en cours de route de tête de vis. Hein. Si par exemple vous voulez des têtes comme ça et comme ça, et bien voilà, vous pouvez les changer après coup. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc retenez bien le Debug View pour voir vraiment ce qui se passe un petit peu derrière. Hein. C'est un petit peu, vous entrez dans la matrice. Et le bouton Merge Distance qui va permettre de simplifier en fait le dessin de votre face pour avoir ce que vous voulez. On passe au troisième cas. Nous voici dans le cas suivant. Le cas suivant, c'est de vouloir venir positionner une seule et unique tête de vis par trou ici. Donc je sélectionne l'objet, j'appuie sur F et j'appelle l'outil. Je vais sélectionner toutes les faces qui m'intéressent, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et j'appuie sur Entrée. Comme à l'habitude, hein, je vais aller choisir ma tête de vis, donc celle-ci. Et là, oula, résultat bizarre. Alors résultat bizarre parce qu'il se souvient des... D'autant plus bizarre, on va dire, que parce qu'il se souvient des résultats précédents. J'ai pas fermé Blender, je l'ai pas rouvert, donc l'outil garde en mémoire les paramètres précédents. Ça vous permet d'aller plus vite parce qu'en général, vous êtes proche d'une fois à l'autre de vos paramètres. Donc là, voilà. Donc là, je vais réduire le positionnement, je vais réduire le scale pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Et la position. Hop là, voilà. Alors, moi, vu que j'en veux qu'un seul par face sélectionnée, eh bien, je vais tout simplement utiliser le bouton 1PF qui est pour One Per Face. Et là, boum, tout simplement, j'ai, comme son nom l'indique, une seule tête de vis par face. Tout simplement. Bien. Et bien maintenant, on passe au dernier cas qui va forcément vous intéresser, parce que c'est un cas très classique dans le hard surface. Bien, voici le cas qui nous intéresse. Je suis là, j'ai fait un slice et je voudrais disposer des vis, en fait, dans les coins de ma coupe ici. Donc au départ, eh bien, je pars tranquillement, je sélectionne mes faces, j'appuie sur Entrée, et puis je vais chercher mes têtes de vis. Dans ce coup-ci, je vais changer, tiens, on va pas mettre que ça, on va mettre, tiens, hop, comme ça, et puis je vais en mettre des comme ça. Ok. Et là, ah, je me retrouve avec ça. Ce qui est normal, puisque on se souvient, hein, l'outil va venir rajouter des têtes de vis sur chaque coin des faces sélectionnées. Mais, moi, j'aimerais bien ne pas avoir ces quatre-là ici. D'accord? Moi, je veux juste les extérieurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, j'appuie sur la touche Tab pour entrer en Edit Mode. Je vais aller sélectionner les vertex, ceci, là et là. Et pour les éliminer, pour avoir un impact derrière, je vais appuyer sur le raccourci clavier Shift F. Et nous avons le résultat suivant. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc je rappelle, j'ai sélectionné les vertex, les vertices sur lesquels eh bien, je ne veux pas de tête de vis. Et puis j'appuie sur Shift F. Et voilà, je me retrouve ici. Puis maintenant, eh bien, je peux les mettre à l'intérieur. Je peux les bouger. Je peux les agrandir. Et je n'ai plus qu'à quitter. Voici le résultat. Voilà, donc ça c'est particulièrement pratique. Alors, petit tips, si vous avez d'abord rentré les têtes de vis et vous voulez éliminer après, voilà ce qui va se passer. Donc, vous aviez sélectionné vos faces, vous avez ajouté vos têtes de vis, comme ça. Puis vous les avez rentrées parce que, voilà, dans vos habitudes, c'est comme ça, vous les rentrez d'abord et après vous les déplacez. Et vous dites, ah bah oui, mais je veux pas cela. Donc du coup, j'appuie sur Tab. Rudy l'a dit, on appuie sur Tab, donc j'appuie sur Tab. Je vais aller chercher mes têtes de vis.
Voilà, je suis bien le tuto. Et puis j'appuie sur Shift F. Et là, je me retrouve avec ça. Et bien là, ce qu'il faut que vous alliez faire, c'est que vous faites entrée, sortie. Ça va rafraîchir les booléens qu'il y a derrière. Et vous allez retrouver votre résultat attendu. Voilà. Bon, et ben finalement on a fait le tour. On a fait le tour, vous avez vu les choses principales, hein, donc vraiment les trois gros points, hein. C'est le normal repair sur lequel on peut maintenant utiliser un nombre illimité de sources pour corriger nos objets. Le cloth panel qui a maintenant une nouvelle option, gathering, qui va nous permettre d'avoir une étape intermédiaire au lieu de lancer tout de suite la simulation. On a une étape intermédiaire qui nous permet de tordre un petit peu, de déformer notre tissu avant simulation, ce qui nous permet des effets un peu plus créatifs et vous allez pouvoir faire des choses qui vont être plus en cohérence avec votre modèle. Et puis ça, bien sûr, hein, c'est le gros du boulot qui a été fait sur cette version, c'est ce nouvel outil qui vous permet bien de disposer des têtes de vis un petit peu partout hein, sur votre modèle et de manière la plus pratique possible. Petit truc, tant que j'y pense, parce que voilà, je l'avais oublié, les matériaux, n'oubliez pas, étant donné que vous êtes sur du Geometry Node derrière, les matériaux ne sont pas setup ici, dans le panneau matériaux habituel, mais dans le panneau des modifieurs, d'accord? Vous allez retrouver ici le matériau utilisé pour les têtes de vis, et ici la tête de vis. Donc d'ailleurs, hein, autre petit tips, si vous avez vous-même une bibliothèque de têtes de vis et que vous voulez l'utiliser, eh bien vous avez juste à remplacer l'objet qui est ici par le vôtre et il sera mis dedans. D'accord? D'ailleurs, pour le fun, petite fun fact, on va essayer de mettre une Suzanne, voir ce que ça donne. Donc, si je vais mettre une petite Suzanne, Mesh, Monkey, donc j'ai Suzanne qui est là. Et si je veux m'en servir comme tête de vis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, on va chercher Suzanne. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une Suzanne dans les têtes de vis. Voilà, c'est parfait. Alors, bien sûr, en termes d'orientation, si vous voulez que ce soit orienté dans le bon sens, il faudrait, hop, l'orienter comme ça. J'applique la rotation, et voilà. Et vous avez une belle Suzanne dans toutes vos têtes de vis. Eh, c'est pas magnifique, ça? Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette mise à jour vous plaira. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour échanger, discuter. Voilà, c'est le meilleur endroit pour faire ça parce que bon, les commentaires YouTube, c'est pas dingue. Sur Discord, on peut partager des captures d'écran, des vidéos, etc. On discute en direct, c'est quand même bien plus fun. Et bien sur ce, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, et puis bah, à la prochaine, à bientôt, bye bye.